Alors bonjour, aujourd'hui juste un mot sur Thor Ragnarok. Alors, Thor Ragnarok, troisième volet de la saga Thor au sein de l'univers Marvel cinématique. Déjà, revenons un peu en arrière, Thor 1, Thor 2. Alors, les deux films étaient bien sympathiques, je trouve pas grand chose de plus à dire, bien mais moyen. Le personnage de Thor est drôle, le personnage de Loki est charismatique, et les autres personnages sont dispensables. Donc, qu'en est-il de Thor 3 Ragnarok? On va commencer comme d'hab par les plus, les moins et les ouais. Donc, les plus. Alors, un peu ironiquement, le premier point positif que je vais noter concerne Doctor Strange. Alors, c'est concernant les scènes où il apparaît, tout au début du film, de façon très rapide, et ben elles sont excellentes. C'est juste... elles sont géniales. Dans le film Doctor Strange, on suit la magie du point de vue du docteur, donc en tant qu'apprenti, et là on voit en fait la magie, mais du point de vue d'un protagoniste extérieur à ça. Ce qui d'ailleurs légitime le fait que j'en parle dans cette chaîne, parce que je ne parle pas de science-fiction, ce qui est plutôt la thématique super-héroïque de Marvel, avant Doctor Strange qui introduit la magie. Et donc, Doctor Strange est très très drôle. Par contre, ça apporte vraiment un niveau, c'est-à-dire, Doctor Strange, quelles seront les limites de son pouvoir? Je crois que c'était déjà un problème que j'avais noté dans le Doctor Strange, dans le film, c'est qu'en fait, Loki... il a claqué des doigts et Loki était hors service. Mais il aurait pu faire pareil pour Thor au final. Il ouvre un portail sous Loki, Loki tombe, et il ne cesse de tomber jusqu'à ce qu'il rouvre le portail. Qu'est-ce qui l'empêche de faire pareil pour Thor, qui est censé être le personnage le plus puissant de cet univers, avec Hulk certes, mais on va dire le plus puissant en étant conscient de sa puissance. Et même Hulk au final, qu'est-ce qui lui empêche d'ouvrir un portail sous Hulk et de le disparaître? Y aura-t-il seulement un adversaire dans l'univers non magique qui sera aussi puissant que Doctor Strange? Et comment intégrer Doctor Strange au sein des autres Avengers? C'est-à-dire, Captain America, il est bien sympa, mais c'est juste un mec qui a fait des pompes et qui est, oui, beaucoup de pompes et beaucoup plus fort. Mais au final, il peut rien faire face à la magie. D'ailleurs, personne, semble-t-il, peut faire quoi que ce soit contre la magie. D'autant que personne ne semble savoir que la magie existe, à part visiblement Thor, mais il n'était pas au courant que la magie existait sur Terre. Ça ouvre la voie à des perspectives assez questionnantes, comment le Doctor Strange va s'intégrer aux autres super-héros. Bon, évidemment, je l'ai pas noté, mais le rythme du film est extrêmement fun, extrêmement coloré, et ça apporte énormément. Mais ça vient de la réalisation principalement, et je ne parle pas spécialement de réalisation ici. Autre point très très positif, et encore une fois un peu extérieur à l'univers de Thor, c'est Banner, qui débarque ici, et qui est extrêmement sympathique, extrêmement intéressant, extrêmement drôle aussi, dans sa façon de réagir, dans sa colère et tout ça. C'est un personnage qui est très bien amené, qui est très intéressant. Thor Ragnarok, c'est un mélange entre Ragnarok et Planète Hulk, avec des personnages issus de Planète Hulk très dispensables, mais j'en reviendrai. Et donc forcément, il devait être là, mais Banner n'est pas là dans Planète Hulk que je me rappelle. Gros point positif pour Banner. Évidemment, niveau acteur, mon préféré de tout le film, c'est Jeff Goldblum, qui est génial tout le temps en fait. Mais de toute façon, l'acteur est génial tout le temps, quasiment, de ce que j'ai vu de lui. Je répète plein de fois les mêmes mots, je vais couper ça au montage. Bon, recentrons-nous plus sur le film et sur Thor en particulier. Gros point positif pour la scène de théâtre. Alors, dès que j'ai vu la scène direct, j'ai vu Matt Damon. Ça m'a fait très très rire de voir Matt Damon dans le rôle de Loki et le frère de l'acteur qui joue Thor, l'acteur qui joue Thor. La scène est très marrante et... Par contre, petit point, il y a tout un pan d'Odin qu'on n'a pas vu au quotidien, mais Odin m'a pas l'air d'être le genre de mec s'étaler sur une litière à manger des raisins en regardant du théâtre, en rigolant, en s'esclaffant. Et dernier point positif important, il s'agit de la mort d'Hogun, l'un des 3 compagnons de Thor, l'asiatique, celui qui, me semble-t-il, n'est pas Asgardien lui-même de souche, ou alors qui est proche d'un autre royaume d'Asgard en particulier. Et sa scène de mort, magnifique. C'est une scène de combat avec les soldats d'Asgard, et lui en tant que général de ses armées qui s'oppose à Hela, c'est vraiment une très belle scène, et une mort digne d'un personnage captivant et qui donne vraiment envie d'en savoir plus sur le personnage. Malheureusement, il est mort, donc c'est peu probable. Donc on passe au point négatif, gros point négatif pour moi, mais ça a été une aberration, ça m'a bien dégoûté. C'est donc la mort des 2 autres membres du trio compagnon de Thor, qui s'appelle Volgad et Fandras. Ils meurent de façon, mais... c'est tragique, tellement c'est expédié, quoi. Et là débarque du pont arc-en-ciel et... mort. Et limite, on voit quasiment pas leur visage, et bon, j'imagine que c'est les mêmes acteurs, mais je suis limite même pas sûr que ça soit les mêmes acteurs. Des rôles, surtout, comme ça, qui ont été bien mis en avant dans les 2 autres Thor, qui sont expédiés à... C'est très décevant.
J'aurais bien aimé une scène en plus avant, d'ailleurs, c'est... Voilà, gros point négatif pour moi. Autre gros point négatif, l'absence de Sif. Alors, Sif, on sait pas où elle a disparu, elle est présente à aucun moment du film. Semble-t-il qu'il y a des scènes coupées où elle est dedans, j'espère qu'elle est pas morte. Et c'est aussi un truc très dommage par rapport à l'histoire générale, parce qu'encore une fois, dans Thor, on a un personnage féminin combattant, Valkyrie. Bon, il y a aussi Hela. Mais pourquoi avoir supprimé Sif? On aurait pu intégrer Sif à l'histoire. Pourquoi pas en remplacement d'un des gladiateurs secondaires qui ne sert absolument à rien à part poser une pointe d'humour pas drôle. Ça nous aurait apporté plus de personnages féminins forts et c'est décevant. Surtout pour une société asgardienne qui met en avant les femmes guerrières. Hein. Surtout que là, ils introduisaient les Valkyries et ça aurait été plus intéressant. Par exemple, Thor fait une blague en disant ah, je voulais être Valkyrie quand j'étais petit, mais avant de me rendre compte que c'était un corps exclusivement constitué de femmes. Et c'est très drôle. Mais ça aurait été plus drôle si par exemple il y avait une Sif à côté pour le regarder de façon un peu humoristique, ou à l'inverse, ça aurait été marrant, par exemple, que ça soit une Sif qui soit là en disant tiens, tu voulais pas devenir Valkyrie toi-même? Enfin, avant d'apprendre que c'était un truc de femme. Voilà. Là, le personnage, ils l'ont viré, alors est-ce que c'est l'actrice qui pouvait parvenir? Est-ce que, comme les deux autres, ils voulaient l'éliminer rapidement pour laisser de la place aux nouveaux personnages introduits? Mais voilà, où est Sif? Sif, où es-tu, Sif? Bien, je passe sur la scène post-générique totalement inutile pour arriver à Odin, qui était un personnage particulièrement détestable déjà dès l'épisode 1, et qui là, mais combo gagnant quoi. Le mec, à la fin du Thor 2, Loki semble-t-il l'évince. On découvre donc que Loki a utilisé un sort pour l'oubliété en quelque sorte, et l'a posé sur Midgard, bien sûr là où se trouve Thor, c'est évident. Sur Midgard, donc la Terre, dans un institut pour personnes âgées qui est détruite au début de truc. Et nous apprenons donc qu'il s'est libéré du sort de Loki depuis un moment, mais qu'il n'a pas voulu retourner sur Asgard, pour X raisons, et qu'il se laisse mourir au niveau de la Norvège. D'ailleurs, un effet visuel que j'ai trouvé assez dégueulasse. Alors je sais pas si c'est peut-être la séance que j'ai vue, vu que j'ai vu la 3D, et que je suis pas fan de la 3D, ça me sort un peu, même s'il y avait des très beaux effets de profondeur. Je suis pas fan de la 3D, et là, visiblement, les scènes qui se passent en Norvège, sont un peu pauvres, quoi. C'est sur une falaise, on voit la mer au loin, et j'ai trouvé ça assez décevant niveau esthétique. Et le personnage, c'est un sacré connard. Il faut le dire, hein, Odin, c'est un putain de connard. Donc déjà, c'est un père incompétent, indigne, mais en plus, sachant sa mort venue, il n'informe pas les gens de la venue d'Hela. Hela qui va tout raser, qui est plus forte que tous les autres Asgardiens réunis, qui est plus forte que Thor, et il ne prévient personne que cet être va apparaître. Il s'en branle de son peuple en fait, ce mec. Il s'en fout. Il s'en fout de ses gamins, il s'en fout de son peuple. On se demande qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Dans le comics aussi, il a une statue un peu comme ça depuis son retour, mais là c'est aberrant tellement il est... tellement c'est un connard. Hein. C'est chaud tellement c'est un connard. Odin, pire père de l'année quoi. Mais tout ça n'est rien, car le plus gros point négatif que j'ai à noter, c'est « Mais Hulk, qu'est-ce que tu fous sur cette planète ?» Alors je sais pas, le Quinjet, dans mes souvenirs, c'est pas un vaisseau spatial, hein, c'est un avion. Peut-être qu'il a un mode espace, mais il a été fait avec les technologies Stark, qui certes ont avancé, mais ne permet pas, semble-t-il, d'aller plus vite que la lumière. Et on ne nous explique rien. Alors, est-ce qu'il y a des portails sur Midgard, donc sur la Terre? Ce qui est probable, parce que dans le Thor 2, on voit bien que des portails s'ouvrent un peu au-dessus de l'Angleterre, mais à aucun moment on nous explique d'où il débarque et comment il débarque sur cette planète. Semble-t-il, on voit une scène où il est à l'intérieur du Quinjet et qu'il est perturbé, on sent que le vaisseau va se cracher, mais sans nous expliquer pourquoi, comment, quoi. Comment t'as atterri là? Genre, est-ce que c'est le triangle des Bermudes? Hein. Pourtant, t'étais au-dessus de la Sokovie, c'est en Europe. Donc t'es quoi? Tu t'es craché dans le triangle des Bermudes et il y avait un portail à cet endroit-là? Ça pourrait être marrant, mais c'est pas expliqué. Donc là, de mon point de vue, on voit juste un mec qui a atterri, parce que, semble-t-il, il a atterri là, et genre, il a décollé de la Terre, il a atterri là-bas. Et c'est un gros manque d'explication qui me gêne énormément. Bon, passons au point, ouais, mais voilà, Kusikusa. Gros point Kusikusa, la temporalité sur Sakara, donc le monde sur lequel a atterri Hulk et sur laquelle débarquent par la suite Thor et Loki. C'est sous-entendu que c'est une temporalité assez différente, puisque le grand maître dit clairement je suis ici depuis des millions d'années, mais je n'ai pas changé. Alors la question, c'est comment ça fonctionne. Parce que, alors, plusieurs points déjà. Hulk, semble-t-il, il a disparu depuis 2 ans. Peut-être qu'il est resté plus longtemps et on ne le sait pas, ça expliquerait pourquoi il a changé un peu d'apparence. Mais Valkyrie, par exemple, est sur ce monde depuis combien de temps? Parce qu'elle a combattu Hela. Et Hela, elle a vu naître Thor. Mais pas au-delà. C'est-à-dire de la naissance de Thor jusqu'à son âge adulte, et on sait que les Asgardiens vivent beaucoup plus longtemps. Donc on sait que Thor, il est beaucoup plus vieux que ce qu'il ne semblait être. Donc comment ça marche le temps là-bas? C'est-à-dire Valkyrie est là-bas depuis combien de temps? Elle est bloquée sur ce monde depuis combien de temps? Semble-t-il qu'il se passe plus de temps à l'extérieur de Sakara que sur Sakara. Mais what?
Explique-moi, film. J'ai besoin de comprendre. Tu peux pas juste me dire que le temps est bizarre. C'est-à-dire, si tu me dis que un jour sur Sakara, c'est une semaine en dehors de Sakara, je comprends. Et ça m'explique pourquoi sur Asgard, ça se passe si vite. Ça m'explique les choses. Par exemple, on peut imaginer qu'il reste 2 jours, ça se passe 2 semaines, et donc Ongun réunit les forces asgardiennes en revenant du monde où il avait été laissé dans le 2, et contre-attaque. Voilà, là ça m'explique des choses, là je comprends. Je comprends aussi pourquoi tout se vide et les Asgardiens, on peut imaginer que les Asgardiens ont fui comme ils peuvent, parce qu'ils ont sûrement des vaisseaux, hein, même si on les voit pas. Quoique non, ils ont peut-être pas de vaisseau. Mais Loki connaît des passages secrets, donc il y a peut-être d'autres passages pour que les Asgardiens partent. Mais le film ne l'explique pas, et c'est un point assez négatif pour moi, mais pas assez pour me sortir du film. Ça, le problème de temporalité dans les films de super-héros, c'est connu. Donc après, pour les points alors c'est concernant Hulk. Alors semble-t-il, peut-être que je me gourre, parce que dans mes souvenirs, c'est peut-être pas forcément comme ça, mais ils ont repris une partie de l'imagerie du Hulk Ultimate, avec le collier, avec son côté harem, son côté posé. Par contre, ça reste un débile, hein, et c'est dommage, hein, parce que quitte à développer un personnage qui est présent, autant faire en sorte que Hulk, qui est resté depuis quelques années là, soit peut-être un poil plus intelligent, parce que là c'est toujours le débile de service, quoi. D'autant que Planète Hulk est une saga plutôt sérieuse, hein, avec des implications qui amènent à World War Hulk, et voilà, j'aurais aimé voir un Hulk un peu plus intelligent et moins bené. Bon, et je terminerai cette mouais en parlant du personnage de Scourge. Alors, personnage qui semble être le gardien du Bifrost en l'absence de Heimdall, qui a été mis en chasse par Loki qui avait pris l'apparence d'Odin. Alors c'est un personnage intéressant et tout, mais par contre, c'est qui ce mec ? C'est qui? Je parle pas, genre, il dit qui il est, il dit qu'il est le fils d'un maçon et d'une on sait pas quoi. On sait qu'il garde le Bifrost. On sait que par la suite, une fois que Loki a été jarté, il est concierge au niveau du Bifrost. Mais pourquoi? C'est qui par rapport à Loki? Il semble avoir un lien, parce que quand il va prévenir Loki de l'arrivée de Thor, eh ben, il est pas surpris de voir Loki. Et il lui dit clairement, et Loki lui dit même, ah, je t'avais placé là pour me prévenir. Ça veut dire que c'est un traître. Et ils l'emprisonnent pas, ils le font concierge. Ils l'humilient en quelque sorte, pourquoi pas, c'est une forme de punition. Mais c'est qui? Qui c'est au fond? C'est qui? C'est ça qui m'intéresse vraiment. Le personnage, il nous le décrit, mais pourquoi il est là? C'est quoi son lien avec Loki? Pourquoi les autres ne le punissent pas? C'est pas l'idiot du village, semble-t-il, même s'il a un comportement un peu idiot. L'acteur, c'est un super acteur qu'ils ont pris, c'est Éomer. Hein. Mais c'est qui? Voilà, c'est un truc qui m'interroge sur ce personnage, qui m'a l'air pourtant vachement intéressant, qui a un développement vachement intéressant. Il est d'ailleurs d'abord présenté comme personnage assez important au final, puisqu'il garde le Bifrost, qui est un lieu très important, il garde l'épée et tout. Puis il est présenté comme un guignol, et au final il devient serviteur d'Ela, son exécuteur. Et c'est intéressant parce qu'en fait, plusieurs scènes nous montrent qu'il est le serviteur par défaut. Au final, il veut pas mourir, quitte à devoir tuer des gens, mais sans vraiment avoir envie de le faire. Et voilà. Et dernier point, toujours sur le personnage un peu moyen. Alors, en fait, c'est plus une petite anecdote qui m'a fait sourire, c'est les flingues qu'il utilise. C'est une mitrailleuse des M16, je crois, qui viennent du Texas, très intéressant. Par contre, alors, il nous le présente, donc on se dit forcément il va les utiliser à un moment donné. Et moi je m'étais dit, ça va être drôle parce qu'il va les utiliser, il va tirer une seconde, 2 secondes, et il y aura plus de balles. Bah parce que c'est des chargeurs standards, donc c'est... Il y a quoi? Il y a une vingtaine de coups par truc, en rafale c'est 1 seconde quoi, peut-être 2. Et je me suis dit voilà, il va les sortir à un moment donné, il va faire son cake, il va tirer, et il y aura plus rien. Et ça sera drôle. Et non. Et en fait il vise, il tire, et il tire, et il tire, et il tire, et il tire. Et il tire, il doit tirer des centaines de munitions, et à la fin il n'y a plus de balles. Les mecs, vous nous avez introduit un Asgardien avec des flingues humains, vous nous niquez la réalité, bon ça c'est Marvel donc c'est normal, on joue un peu avec la réalité, mais vous nous niquez la réalité avec des flingues qui tirent une quantité astronomique de balles. Pourquoi vous n'avez pas juste rajouté une phrase, quand il nous la présente, en disant, par exemple, c'est des armes de Midgard, bon par contre, il n'y a pas beaucoup de munitions, alors je les ai modifiés pour avoir des balles à l'infini. Parce que voilà, c'est un Asgardien et ils ont une technologie super avancée, on peut imaginer qu'il ait modifié des flingues humains parce qu'il aime la forme, il aime le côté mitraillage, et avec des balles infinies. Parce que là, c'est juste les flingues de Rambo, de Schwarzenegger dans ses films, quoi. Mais c'est pas le truc. À moins que ça soit une référence à ce genre de film, dans ce cas-là, ok, mais moi ça m'a assez sorti, parce que ça fait un moment qu'on le fait plus, ça. Ça, on le faisait beaucoup dans les années 80-90, ils l'ont peut-être fait dans Expendable, je suis pas sûr. Quoique non, parce que dans Expendable, il y a des scènes où on les voit recharger. Et là, non. Là, le personnage tire des fourrailles, métraille, et il a plus de balles quand il a atteint la 100e balle.
ou la 200e, on sait pas. Et voilà, ça m'a un peu sorti du film. Il y a des passages comme ça qui me sortent des films, c'est débile, hein, parce que évidemment, dans les faits, c'est une scène plutôt épique et humoristique en même temps, parce que c'est un Asgardien qui a des flingues humains. Mais voilà, ça m'a sorti du film de le voir mitrailler à donf, et au final pas recharger, et à la fin, plus avoir de balles. Alors que ça aurait été tout bête d'expliquer qu'il les a modifiés pour qu'il y ait une quantité infinie. Ça aurait d'ailleurs été drôle parce que il aurait pu en jouer. Il aurait pu dire j'ai vu des films où il tirait à l'infini, mais j'ai trouvé que des chargeurs finis. Donc je les ai modifiés pour avoir des balles infinies. Voilà. Bon, Thor 3 Ragnarok, c'est super, très beau, très drôle. Évidemment, ça ressemble beaucoup aux Gardiens de la Galaxie, étant donné que, semble-t-il, on s'éloigne un peu de l'univers, on va dire, classique, super-héroïque, pour plus entrer dans l'univers cosmique, qui, semble-t-il, va toujours avoir cette tronche, son tronche très colorée. Ça se trouve, il y aura deux types d'univers cosmiques. Il y aura l'univers cosmique des Gardiens, un peu what the fuck, tout coloré, avec la musique et tout ça. Et peut-être le côté Thanos, un peu plus sombre, un peu plus tard, comme on a vu justement dans le premier Gardien de la Galaxie. Toujours est-il que Thor 2, c'est une réussite, les points négatifs sont présents, mais au final, c'est plus un problème de scène, en fait. Ils ont sûrement coupé des scènes qui expliquent certaines choses dans le film, ce qui m'a sorti moi du film, mais qui ne gênera personne. C'est-à-dire, les deux compagnons de Thor se fassent tuer en 2 secondes. Voilà, moi ça m'embête, mais il y a des gens qui s'en foutront, qui vont regarder le spectacle, qui vont kiffer. Donc le film est très bien, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez les divertissements de ce type-là, action, humour, plein de couleurs, des beaux effets spéciaux. Je vais m'arrêter là, je vais avoir du boulot de montage pour couper tous les méditation. J'essaye de faire dans ces retours critiques tout de suite à la sortie du film, de le faire sans texte. Alors j'ai des grands points, mais j'ai pas de texte. Donc ça peut être un peu... Bon, je teste. On verra bien. Bon, alors, je vous dis à plus. Pensez à liker, partager, commenter. Abonnez-vous aussi à la chaîne, on est bientôt 100 et ça serait cool d'atteindre les 100. Normalement, alors cette vidéo devrait sortir mercredi, jeudi, donc demain ou après-demain, nouveau format, les épopées fantastiques. J'espère que ça plaira. Alors à mon avis, ça plaira qu'à une cible de niche, parce que c'est quand même un peu particulier. J'ai essayé de faire de la narration, j'espère que ça rendra bien. Je vous dis salut. Salut!